c'est lié à une série de technologies donc, qui sont les composés chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures qui étaient utilisés comme aérosols et comme fluide caloriporteur pour les frigidaires, les systèmes de climatisation, etc. C'est aussi utilisé comme aérosol pour la formation de mousses polymères ou comme solvant dans certaines réactions chimiques. Donc, vous voyez que le problème de la couche d'ozone était relativement simple à identifier, c'est-à-dire les causes principales étaient deux types de molécules identifiées, et puis on a mis au point l'idée qu'il fallait ne pas relarguer des CFC dans l'atmosphère et que quand on utilisait des solvants CFC, il fallait les récupérer. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce réacteur chimique qui récupère, qui recycle le solvant sans le laisser partir dans l'atmosphère. Alors, l'autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a eu un accord international pour limiter justement les émissions de CFC, ce qu'on appelle le protocole de Montréal. Donc, c'est le début des années 70 que Crutzen et d'autres ont mis ça en évidence. Et vous voyez que le protocole est mis en place en mars 1985, et puis il entre en fonction le 1er janvier 89. Donc, entre 1970 et 89, vous avez une idée du temps qu'il faut pour qu'il y ait une décision à l'échelle internationale pour limiter la production de ces molécules. L'autre chose intéressante que je voulais vous montrer, c'est aussi l'échelle de temps sur laquelle les scientifiques discutent ces questions. Vous voyez que début des années 70, on remarque qu'il y a une baisse de la concentration de l'ozone stratosphérique, en particulier en Antarctique, et puis on arrive dans le bas actuel, où on a les concentrations les plus basses, et puis on espère qu'au bout du siècle, on aura récupéré les concentrations qu'on avait au début du XXe siècle ou dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc, vous voyez que c'est un processus qui met un siècle. Alors, pour nous, une échelle de temps en siècle, dans les sciences naturelles, ça ne nous choque pas plus que ça, mais imaginez en politique. Donc, les politiques, pour le moment, leur horizon, c'est les législatives, hein, c'est demain, donc c'est ça leur horizon. Et pour une question écologique, le siècle est le minimum, l'horizon minimum, et il faut penser sur ces échelles-là. Et ça, si ça paraît trivial pour les scientifiques, ça ne l'est pas du tout pour le reste du monde, et en particulier pour le monde politique. Donc, si tout va bien, peut-être qu'à la fin du XXIe siècle, on aura récupéré les concentrations en ozone qu'on avait au début, dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, c'est toujours surveillé. Il y a des programmes européens. Là, je vous montre juste une jolie vidéo faite par le programme européen qui mesure la concentration en ozone, en particulier avec le satellite Copernic. La NASA a aussi également des satellites qui mesurent en permanence la concentration en ozone. Vous voyez que le trou de l'ozone se reforme. Vous voyez la date, septembre 2020. Le trou de l'ozone continue de se reformer en Antarctique. Donc, on n'est pas sûr que le protocole de Montréal est appliqué. Il faut surveiller qu'il soit appliqué et on n'est pas sûr qu'on a résolu le problème. Ça reste encore à prouver, d'où l'intérêt d'avoir une mesure continue de la concentration d'ozone pour voir si on est sur la trajectoire qui va nous sortir de ce problème. Et en fait, le réchauffement climatique, c'est à peu près la même chose pour les émissions de gaz à effet de serre, mais en beaucoup plus compliqué. Mais vous voyez là un exemple de ce qu'il faut faire dans un cas très simple sur les CFC pour mettre les choses en place. Il faut quand même deux blocs, c'est-à-dire à la fois les États-Unis et l'Union européenne qui doivent surveiller la composition de l'atmosphère en temps réel pour voir si ça marche. Alors, je ne vais pas vous parler du réchauffement climatique. Vous pouvez aller lire les rapports qui viennent de sortir. Là, il y a des rapports récents qui sont sortis sur ipcc.ch. Hein, ça se trouve en Suisse. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ces rapports ou le résumé. Qui a lu ces rapports ou un résumé du rapport? Ah ben, bravo. Donc, je vous invite à aller lire le résumé for policymakers, donc pour les politiques, le résumé, la physique du climat pour les nuls, donc ça vous arriverait à lire, j'imagine. Et c'est très important parce que ce sont des rapports qui sont hautement discutés au niveau international, donc chaque mot est pesé et repesé dans la formulation pour les politiques. Alors, il y a un rapport, il n'y a pas que le résumé, il y a un rapport complet qui fait un résumé de la physique du problème ou de la géophysique ou de la climatologie du problème. Il fait, le précédent, il faisait 1500 pages, maintenant il fait 3000 pages de résumé sur ce que l'on sait, ce que l'on a appris et ce que l'on cherche à comprendre encore sur le changement climatique.
L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est à nouveau des échelles de temps qui sont en siècles. Donc, les climatologues réfléchissent sur des… Encore une fois, pour nous, ça nous paraît trivial, mais n'oubliez pas que pour les politiques, il faut les convaincre que lorsqu'on observe sur 2000 ans, donc depuis Jules César à nos jours, ce qui se passe du point de vue du climat, eh bien, il se passe quelque chose d'assez spectaculaire en termes d'émissions, par exemple, de gaz à effet de serre ou de dioxyde de carbone. Et vous voyez que c'est comme si on avait dérapé, donc l'appareil est occupé à mesurer, et puis tout d'un coup, il dérape, et la corrélation entre l'augmentation des températures moyennes et les émissions de gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone, est évidemment établie. Alors, l'autre message, c'est que les climatologues nous disent, certains climatologues nous disent, écoutez, c'est très bien de faire des graphiques jusqu'en 2100, c'est-à-dire déjà un horizon qui dépasse complètement nos institutions politiques, mais ce serait mieux si on regarde plus loin, si on regardait jusqu'en 2500, par exemple. Donc, ce que nous allons faire maintenant, le message politique, c'est que ce que nous allons faire maintenant pourrait nous engager pour les siècles qui viennent. Et donc ça, c'est un message politique qui a du mal à passer, puisqu'on est dans le court-termisme, c'est-à-dire on a des horizons sur un quinquennat, par exemple, alors que ce que l'on va faire dans le prochain quinquennat va nous engager pour facilement un siècle, voire plus, c'est-à-dire jusqu'à 3-4 siècles. Alors, pour faire simple, les émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, je me focalise juste sur le dioxyde de carbone, il y a évidemment le méthane, les oxydes nitreux, etc., mais je me focalise là-dessus. C'est 80% de l'énergie primaire. C'est les chiffres de 2020, ça n'a pas beaucoup changé. Donc 80% sont des combustibles fossiles. 80%. Donc ce qu'on nous demande de faire en termes de réduction des émissions, c'est de diminuer ou de substituer 80% de l'énergie primaire mondiale. Donc c'est monstrueux en fait l'effort qu'il faut faire. Ce n'est pas du tout une correction à la marge, c'est changer l'essentiel de nos sources d'énergie. Évidemment, dans les combustibles fossiles, vous avez encore 27% de charbon, 29% de pétrole et 24% de gaz naturel. Donc, ça, c'est une vue globale. Évidemment, il y a de grandes inégalités et diversités entre les pays et au sein des pays en fonction des classes sociales. Mais le message principal, c'est pourquoi est-ce que ça bouge lentement? Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a plein de gens de mauvaise volonté ou plein de gens qui ne croient pas au problème du climat, c'est parce que 80%, c'est énorme et c'est très difficile de penser à comment réduire ou substituer 80% de l'énergie primaire. Alors, je vais vous montrer un exemple sur lequel on a travaillé l'agriculture française. L'agriculture française, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, ce que vous trouvez pour travailler dans les champs, ce sont des animaux. Ce n'est pas les animaux qu'on mange, ce sont ceux qui travaillent. Il se fait que quand ils ne travaillent plus, on peut les manger aussi, contrairement à votre voiture, votre moissonneuse-batteuse, qui est assez intéressant. Imaginez qu'on puisse manger son smartphone, ce serait pas mal à la fin de sa vie. Donc, il y a des fermiers et des animaux. Et puis, il y a, après la Seconde Guerre mondiale, une mécanisation de l'agriculture qui suit celle qui a lieu aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, de nos jours, vous voyez qu'on a pratiquement le nombre de fermiers ou d'animaux qui travaillent, ben, c'est l'épaisseur du trait. On a essentiellement des machines qui sont évidemment, qui fonctionnent avec des moteurs à combustion interne et donc du pétrole. Ce qui est aussi important de voir, c'est que la puissance installée par hectare, en fait, on est ici autour de 0,3 environ de kilowatts par hectare. Et puis, vous voyez qu'à la fin, on passe à 3 kilowatts par hectare actuellement. On peut se demander, mais pourquoi il faut tellement plus de puissance installée pour travailler dans l'agriculture française? Parce que les surfaces, grosso modo, elles n'ont pas varié de manière spectaculaire. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le rendement du blé, qui est montré ici, il est passé de 1 à 7, c'est-à-dire il est passé de 1 tonne à 7 tonnes par hectare. En fait, il y a beaucoup plus à ramasser et à traiter dans les champs, 7 fois plus. Bon. Et vous pouvez aussi remarquer une corrélation spectaculaire entre la taille de la population française et l'accroissement des rendements du blé. Le rendement du blé est tel que, évidemment, on est un pays exportateur de céréales. Et pour le moment, c'est sûrement très important d'être exportateur de céréales avec ce qui se passe dans le monde, en tout cas de subvenir à ses propres besoins en termes de céréales. À quoi c'est dû? Eh bien, c'est dû à deux choses. C'est donc de manière, en parallèle, vous avez l'augmentation des rendements des céréales,
Ça, on sait faire en France. On est très bon depuis le haut Moyen-Âge pour faire des céréales. Et puis, vous avez la mécanisation qui apparaît. Mais vous avez, à quoi est due cette augmentation? Eh bien, c'est principalement la quantité d'azote industriel, c'est-à-dire d'azote de synthèse, fixée par le procédé Haber-Bosch, qui est introduit dans le sol. Ce sont les engrais azotés, il y a aussi les engrais phosphates, qui nous permettent d'atteindre ces rendements spectaculaires. En fait, le procédé, c'est celui dont je parle, c'est Haber-Bosch, donc les deux chimistes allemands qui ont inventé ça, qui est un procédé de fixation de l'azote atmosphérique avec de l'hydrogène pour en faire de l'ammoniac. Et une fois que vous avez formé votre ammoniac, vous pouvez en faire deux choses super intéressantes, soit des explosifs, soit des engrais azotés. Vous pouvez même asperger d'ammoniac vos champs, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que ce procédé est relativement compliqué puisqu'il prend de l'air qui est composé d'oxygène et d'azote, comme vous le savez, et puis on prend du méthane pour aller extraire l'hydrogène et de l'eau. Et puis, vous montez à 500 degrés sur des catalyseurs, et puis là, vous remontez à 450 degrés, 300 bars avec des catalyseurs pour obtenir votre réaction. Donc, c'est une réaction qui a besoin d'énergie pour fonctionner. Et en fait, les ingénieurs chimistes n'ont pas chômé. Vous voyez que si je regarde l'énergie nécessaire par tonne d'azote, en gigajoules par tonne d'azote, vous voyez qu'on a une sorte d'exponentielle décroissante au cours du temps. Donc, on a amélioré, les chimistes ont amélioré le rendement de ces usines, mais n'empêche qu'il faut quand même 45 gigajoules par tonne d'azote fixé de cette manière-là. Donc, non seulement ça consomme de l'énergie qui vient des combustibles fossiles, donc en fait, on mange indirectement du pétrole. On mange du pétrole parce que ça fait fonctionner les machines, et on mange du pétrole parce que ça fabrique les engrais et parce que ça fabrique les pesticides dont je ne parle pas. Mais l'autre chose, c'est que généralement, on vous donne ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire le contenu énergétique de la synthèse d'un matériau, en l'occurrence ici l'ammoniac, ou les engrais, mais il faut aussi tenir compte de la puissance nécessaire, puisque si vous n'avez pas la bonne puissance, vous n'avez pas évidemment votre... Ça alors, vous n'avez pas l'usine qui fonctionne. Alors, ce qui se passe, c'est que vous prenez de l'azote de synthèse qu'on va pêcher dans l'atmosphère et vous le réinjectez dans le cycle biogéochimique de l'azote, à la fois sur Terre, ce qui va évidemment perturber le cycle du carbone et le cycle du phosphore, et puis dans les océans, même chose, qui va perturber le cycle du phosphore et du carbone dans les océans. Et donc, en fait, si vous vous imaginez que le changement climatique est une perturbation importante du cycle du carbone à travers le dioxyde de carbone et le reste, eh bien, l'agriculture industrielle fait une perturbation encore plus gigantesque du cycle de l'azote. Alors, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Au-delà de la dépendance aux combustibles fossiles, ça crée des crises écologiques. Là, vous reconnaissez une vue par satellite du golfe du Mexique. Vous avez là en haut les États-Unis, la Floride. Et puis en vert fluo, c'est quoi en vert fluo? Ce sont des images prises par des satellites de la NASA. En vert fluo, vous avez les zones à haute intensité de photosynthèse. Et pourquoi il y a une haute intensité de photosynthèse, par exemple, ici? Eh bien, parce que c'est l'embouchure du Mississippi. Et le Mississippi charrie tous les engrais du Middle West, où on a toute la plateforme d'agriculture intensive des États-Unis. Ces engrais dans les rivières finissent dans les océans et créent une explosion de phytoplancton. Le problème du phytoplancton, c'est que quand il y en a trop, il n'y a plus d'oxygène. En fait, paradoxalement, il consomme tout l'oxygène. Et pourquoi c'est important? S'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, les poissons se noient. Et généralement, nous, on est plutôt intéressés par le poisson que par le phytoplancton. Donc, c'est ce qu'on appelle les zones hypoxiques, c'est-à-dire les zones où il n'y a pratiquement plus d'oxygène dissous dans l'eau, ce qui crée évidemment une zone morte du point de vue de la biodiversité dans les océans. Tous les points rouges sont des zones hypoxiques, et puis vous avez les zones colorées où vous avez un dégradé de concentration. Et donc, vous remarquez que dans les zones industrielles, par exemple Amérique du Nord, Europe ou quelques endroits de la Chine, en Asie, vous avez ces zones hypoxiques qui sont en fait dues principalement à des perturbations du cycle de l'azote. Alors, vous allez vous dire, y a qu'à. Supprimons Haber-Bosch, supprimons l'usage des engrais azotés de ce type-là, de synthèse. Puisque le problème principal, c'est cette technologie, cette synthèse chimique, eh bien, supprimons-la. Oui, sauf que si vous regardez une partie de la courbe ici, qui est celle en trait
pointillé, vous voyez que cette courbe, c'est la fraction de la population mondiale qui est nourrie de manière directe par le procédé Haber-Bosch. C'est-à-dire, nous, par exemple, nous dépendons du procédé Haber-Bosch pour notre nourriture. Et vous remarquez qu'il y a à peu près 50% de la population mondiale qui est actuellement nourrie grâce au procédé Haber-Bosch de synthèse d'azote artificiel. D'accord ? Et donc, si vous supprimez Haber-Bosch, il va falloir expliquer comment vous allez produire suffisamment pour nourrir ces 50%-là. Et en fait, le problème, les dilemmes que l'on a pour les crises écologiques, c'est toujours ça. On n'a pas inventé des technologies uniquement parce qu'on est des sociopathes ou des psychopathes qui avaient en tout envie de tout détruire. C'est-à-dire, évidemment, que ces technologies fournissent des services. Si on veut supprimer les effets délétères de ces technologies, eh bien, on doit remplacer ces services. Soit les supprimer, soit les substituer. Évidemment, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour comment remplacer le procédé Haber-Bosch ou comment réduire les nuisances des engrais azotés. Et c'est comme ça, c'est un exemple, mais en fait, on pourrait discuter presque tous les exemples de crise écologique comme ça. Je passe à un autre sujet qui vous intéresse, c'est l'extraction de matériaux. J'en ai pris quelques-uns. Là, je suis en échelle semi-log. Et donc, vous avez remarqué, je ne dois pas vous expliquer, que chaque fois que vous voyez quelque chose qui est plutôt linéaire, c'est une exponentielle. Et donc, vous avez une extraction exponentielle du phosphore, de l'aluminium, du chrome, du cuivre, du zinc, du nickel, du cobalt, du lithium, de l'argent, de l'or. Évidemment, aussi une production de ciment et d'acier qui est exponentielle. Donc, en fait, on produit de plus en plus de matériaux. Les quantités produites chaque année ne cessent de croître. Et je vous rappelle que la quantité de matériaux sur Terre, elle est finie. On y reviendra. Donc, cette idée qu'on va rester dans un monde où on produit de plus en plus de matériaux, eh bien, elle a une fin. Et la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va commencer à avoir des ennuis? Remarquez ici aussi la consommation d'énergie. Vous remarquerez que la consommation de combustibles fossiles est toujours en croissance. D'accord? Alors, il y a une substitution qui est occupée à se faire. Par exemple, le charbon commence à ne plus croître et a été substitué par du gaz naturel principalement. Mais vous voyez que principalement, les combustibles fossiles sont toujours les premières sources d'énergie primaire et que le reste est anecdotique pour le moment encore, c'est-à-dire ce qu'on appelle les énergies renouvelables, hydroélectriques et le nucléaire. Donc, les prévisions d'ailleurs pour la suite, c'est toujours plus de consommation de matériaux. Donc, des gens commencent à se poser la question, je vais parler du cuivre, parce que le cuivre est un élément d'infrastructure. Tout le monde sait ce que c'est le cuivre. Alors vous, évidemment, vous savez ce que c'est le cuivre, mais je veux dire, n'importe qui, pris au hasard dans la population, sait ce que c'est le cuivre. Mais si je parlais d'indium, on se poserait la question, est-ce que cet élément existe vraiment ou est-ce que je suis en train de faire une blague, évidemment? Alors le cuivre, c'est un élément d'infrastructure. Toute l'électricité, toute l'électronique dépend du cuivre, évidemment. Et puis, il y a des gens pessimistes qui publient des courbes comme ça en disant des mines connues, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on ait un pic de production de cuivre qui aurait lieu autour de 2040, et puis on rentrerait dans une période où la production minière de cuivre serait en déclin. Alors, quand on voit ça, 2040, du point de vue industriel et scientifique, c'est demain. Si ce graphique était vrai, si c'était une prédiction, ça ne l'est pas, hein, c'est un scénario. Si c'était une prédiction, eh bien, on serait très inquiet parce que ça voudrait dire qu'on devrait travailler comme des fous pour savoir comment résoudre ce problème. En fait, je pense qu'on devrait être occupé à travailler comme des fous pour résoudre ce problème. Donc, on a refait un petit exercice avec des collègues où on a repris, c'est ce qu'on appelle un modèle de Hubbert, où on a un pic. C'est-à-dire, vous estimez que l'extraction cumulée au cours du temps du cuivre, par exemple, suit une sigmoïde, qu'on part de zéro et qu'on arrive à K, qui est la quantité totale de cuivre extractible. Évidemment, K est très discutable, et ça suit une courbe continue de forme sigmoïdale. Si vous prenez la dérivée de cette courbe, eh bien, vous avez la courbe en cloche, qui est la production annuelle, et elle présente un maximum. L'idée derrière ce modèle, c'est que quand vous atteignez le maximum, eh bien, les contraintes socio-économiques deviennent très importantes, et il doit se passer quelque chose. Encore une fois, ce modèle n'est pas destiné à faire des prédictions au sens strict, c'est un scénario. Et le scénario que je regarde là, c'est un scénario business as usual. On continue comme on fait pour le moment, et il n'y a aucune autre contrainte que géologique. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte économique, il n'y a pas de contrainte géopolitique, il n'y a pas de contrainte énergétique. La seule contrainte, c'est épuiser les mines jusqu'au bout.
évidemment, il se passe plein de choses qui font que ce scénario n'a pas lieu. Par exemple, une pandémie, par exemple, une guerre en Ukraine. Mais n'empêche, c'est intéressant de faire cet exercice pour voir quelle est l'échelle de temps qui ressort de ça, sachant qu'il y a une énorme incertitude sur la valeur de K. L'autre chose que l'on remarque avec ce modèle qui est assez intéressant, c'est qu'on peut calculer de manière analytique, parce que c'est un petit modèle, un toy modèle à la physicien, on peut calculer de manière analytique la date du pic, et vous remarquez une chose, c'est que cette date du pic, eh bien, elle dépend de manière logarithmique sur la valeur de K, c'est-à-dire la quantité totale, et elle dépend de manière linéaire de la constante de temps de l'équation, tau, et cette constante de temps, c'est l'intensité minière. Donc, si vous changez l'intensité minière, vous allez avoir un effet linéaire sur la date du pic. Si vous changez la quantité de cuivre disponible, vous avez un effet logarithmique. Ça c'est une propriété mathématique qui découle de l'hypothèse qui est faite qu'on va avoir une extraction exponentielle au début, puis on va avoir un point d'inflexion, et puis on va tendre asymptotiquement vers la valeur maximale. D'accord ? Alors, si je fais ça pour le... Alors, si je regarde les éléments chimiques, eh bien, j'ai toutes sortes de productions annuelles au cours du temps. J'ai des éléments, par exemple l'arsenic. L'arsenic est produit comme ça de manière erratique. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que je n'ai pas étudié à fond chaque élément du tableau périodique qui est produit. Mais l'arsenic est comme ça. J'ai des éléments qui ont passé un pic et puis ça repart dans les années 2000, typiquement le phosphore et le manganèse, par exemple. J'ai des éléments qui sont extraits de manière exponentielle depuis le début du XXe, typiquement le cuivre. Et puis, j'ai des éléments qui ont déjà passé un pic. Et on peut se demander pourquoi ils ont déjà passé un pic. Est-ce que c'est dû à une contrainte géologique ou à autre chose? Alors, si je fais ce petit exercice pour le cuivre, je suis plus optimiste que les auteurs que j'ai cités précédemment. Il faut regarder le point noir. On ne va pas regarder tout. Ça, c'est le pessimiste que les auteurs avaient trouvé aussi. Ça, c'est en prenant comme valeur de K les réserves, c'est-à-dire ce qui est identifié dans les mines. Si on prend les ressources, ça, c'est ce que l'USGS, donc les géologues américains, estiment potentiellement exploitable dans le monde. Alors ça, c'est le losange. Et puis, si je fais un fit de mon modèle, en laissant par exemple K libre comme paramètre, eh bien, j'obtiens le point noir, et le point noir me donne un pic en 2075. Ça veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, puisque l'extraction du cuivre suit une courbe exponentielle, les points rouges sont les quantités produites chaque année, eh bien, et étant donné les quantités de cuivre que l'on connaît, on s'attendrait à ce qu'on ait un pic de cuivre en 2075. Alors, ce n'est pas du tout une prédiction. Je n'ai pas dit qu'on allait observer ça en 2075. Ça pourrait même être avant, mais ça pourrait être plus tard. Mais ça veut dire que l'échelle de temps est très courte et que donc, il faut commencer à se préoccuper de cette question dès maintenant, parce qu'il va falloir trouver des réponses. Bien sûr, vous savez que la demande de cuivre est soutenue puisque voitures électriques, panneaux photovoltaïques, éoliennes, dans l'Occident, sont en forte demande. Et puis, il y a l'électrification du reste du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Donc, la demande du cuivre reste très intense. Donc, cette idée que la demande de cuivre et la production de cuivre va rester exponentielle jusqu'au bout, eh bien, pour le moment, elle fait sens. Elle ne pourra pas rester indéfiniment exponentielle, bien entendu, puisqu'il y a une valeur maximale que personne ne connaît, mais l'échelle de temps est courte. Alors, on peut placer ce pic dans un plan qui est le plan des deux paramètres, normalisé, K normalisé par une valeur de 2019, par exemple, et puis l'échelle de temps, d'accord? Et alors, à ce moment-là, j'ai des courbes isodates. Tous les points qui sont sur la courbe 2050 auront un pic en 2050 pour les valeurs de K et de taux correspondants. Donc là, vous voyez que j'ai le pic de cuivre qui est autour de 2075-2080. Et l'avantage de ça, c'est que je peux alors mettre tous les éléments du même type sur le même graphique, puisque les quantités sont différentes, comme j'ai normalisé par les quantités. À ce moment-là, je peux mettre tous les exponentiels, par exemple l'or, le zinc, le nickel, l'aluminium, le chrome et le lithium. Je peux les mettre sur le même graphique parce que c'est normalisé. Et à ce moment-là, je vous fais remarquer la ligne de fin du siècle, 2100, et vous voyez qu'énormément de ces pics, la plupart de ces pics, toujours avec trois possibilités, les réserves, les ressources et le fit paramètre libre, font que, à part peut-être le nickel qui va jusqu'au 22e siècle et l'or qui est un élément un peu bizarre, eh bien, tous ces pics tombent avant la fin du 21e siècle. Encore une fois, ce ne sont pas des prédictions,
sont des estimations business as usual, toutes choses étant égales par ailleurs, pour autant qu'on puisse continuer comme ça. Ça veut dire que la production exponentielle de tous ces éléments amène un pic de production dans la seconde moitié du XXIe siècle. C'est-à-dire que les ennuis vont commencer dans la seconde moitié du XXIe siècle, pourraient commencer dans la seconde moitié. Alors, j'ai ceux qui ont déjà passé un pic, par exemple l'yttrium, l'indium, le brome, le thallium, le strontium. Et puis, j'ai les éléments bizarres qui avaient atteint un plateau, par exemple le phosphore ou le manganèse, et puis qui repartent de plus belle. Ça, c'est l'accélération. Dans les années 2000, avec la mondialisation, il y a une accélération de l'industrie mondiale qui fait que beaucoup de choses repartent en hausse. Et à ce moment-là, je peux recalculer un pic à partir des points rouges exponentiels, en fait, et je retrouve un pic du phosphore, mais je peux placer le manganèse, le cobalt, le sélénium, le phosphore, le cadmium. Et vous voyez encore une fois que les estimations, toutes choses étant égales par ailleurs, tombent avant 2100. Alors, ce que je peux faire, c'est deux types de stratégies pour retarder la date du pic. La première stratégie, c'est trouver plus. On n'a pas exploré tous les fonds marins, on n'a pas exploré toutes les montagnes de la Terre, donc on pourrait trouver des mines de cuivre, par exemple, dans plein d'endroits. Et à ce moment-là, j'augmenterai ma valeur de K. La valeur de K est évidemment discutable, elle n'est pas connue. Personne n'a mesuré la quantité totale de cuivre disponible pour l'industrie minière. Donc ça, c'est ce que j'appelle trouver plus. L'autre stratégie, c'est extraire moins vite, c'est-à-dire réduire la cadence de l'intensité minière. Alors, souvenez-vous de ce que je vous avais dit, il y avait une dépendance logarithmique sur K et linéaire sur taux. Donc, lorsque vous augmentez, vous faites x3, x4, la quantité totale de cuivre disponible pour les mines estimées, eh bien, vous voyez que vous ne gagnez pas grand-chose comme temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous restez en mode exponentiel, eh bien, l'exponentielle, elle va manger toute production supplémentaire. Et les nouvelles mines ne vont servir qu'à nourrir cette exponentielle. Et la hauteur du pic sera beaucoup plus grande, mais elle ne sera pas beaucoup plus éloignée dans le temps. En revanche, d'où vous voyez que horizontalement, la densité des isolignes est plus faible que verticalement. Si vous changez l'intensité minière, c'est-à-dire vous allongez l'échelle de temps, c'est-à-dire vous ralentissez l'industrie minière, à ce moment-là, vous avez potentiellement un effet majeur sur le pic. Et on peut faire les deux, c'est-à-dire ralentir l'utilisation des matériaux et chercher plus. D'accord? À ce moment-là, on aurait la trajectoire qui est perpendiculaire aux isolignes, et à ce moment-là, on retarderait, avec un effet combiné de ralentissement de l'industrie minière et de chercher plus, faire de la prospection. À ce moment-là, on pourrait avoir une optimisation pour éloigner le pic, le temps de trouver des solutions et de réfléchir à ce problème. Alors, on pourrait faire du recyclage, juste parce que le modèle jusqu'à présent, normalement, vous auriez dû crier en disant « Ah, mais il n'y a pas le recyclage ». Eh bien, alors, parlons du recyclage. Là, je cite Olivier Vidal qui a fait une estimation. Et donc, il a la production primaire de cuivre, il s'agit du cuivre. La production primaire, c'est celle qui vient des mines, eh bien, elle va saturer à un moment dans la seconde moitié du XXIe siècle. Donc, il est dans la même idée d'un ralentissement pour des raisons diverses et variées de la production du cuivre des mines. Et on pourrait avoir un décollage, ce n'est pas encore fait, mais on peut imaginer, ça va se faire, un décollage du recyclage du cuivre. Et lui estime que la demande, c'est la courbe en noir, la demande totale, et il faudrait que la somme du rouge et du vert couvre la demande totale, ce qui n'est pas encore garanti. Alors, ça veut dire, lui, il estime que le taux de recyclage devrait doubler d'ici 2100. Un des avantages du recyclage du cuivre, ce n'est pas évident pour tous les autres éléments du tableau périodique, ça dépend si vous l'utilisez de manière concentrée ou pas, mais l'avantage du cuivre, comme il est utilisé de manière concentrée dans les fils de cuivre, etc., eh bien, il utilise 80% de moins d'énergie pour recycler le cuivre déjà utilisé que l'extraire des mines. Donc, il y aura un effet intéressant. Remarquez que le recyclage, il y a toujours un délai dans le temps puisque vous n'allez pas démonter des objets en utilisation pour récupérer le cuivre. Il faut attendre que ces objets arrivent en fin de vie pour récupérer le cuivre. Donc, la quantité de cuivre recyclable par an, elle est fixée par la vieillesse des infrastructures. Alors, on en arrive à la conclusion qu'il y a toute une série de matériaux qui deviennent critiques. Et là, je cite un rapport que vous pouvez aller lire, qui est très instructif, produit par un laboratoire de l'Union européenne.
Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les secteurs stratégiques, considérés comme stratégiques, les renouvelables, la mobilité électrique et le secteur défense et espace. Et évidemment, vous avez besoin de batteries, de piles à combustible, d'éoliennes, de moteurs électriques, de panneaux photovoltaïques, blablabla, d'électronique à la fin, d'accord? Il y a de l'électronique partout, en fait. Et puis, vous avez ici les éléments du tableau périodique. Ils sont coloriés. En haut, vous avez les lanthanides, donc les terres rares. En bas, vous avez magnésium, germanium, borate, scandium. Et puis, vous avez strontium, cobalt, etc., etc. Ce qu'il faut regarder, c'est juste la proportion des couleurs. Donc, rouge, ça craint. Orange, non, rouge, ça craint grave. Orange, ça craint. Jaune, ça va craindre. Et vous regardez à la fin la proportion de rouge, orange, jaune dans les secteurs industriels qui nous intéressent. La mobilité électrique, par exemple, vous voyez qu'à 50%, on peut se dire des matériaux ça craint. Et puis les renouvelables, les supposés renouvelables, c'est-à-dire les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, il y a aussi à peu près 50% où ça craint. D'accord? Donc, en fait, on arrive à la conclusion on est face à un énorme problème de criticité des matériaux dans l'Union européenne. Alors, je prends un exemple, les éoliennes. Vous savez qu'il y a un aimant permanent. Les aimants permanents, vous avez besoin du néodyme pour les faire, du molybdène. Alors, quels sont là, j'ai perdu. Voilà, le bore, le dysprosium et le néodyme, le praséodyme et le niobium qui sont les plus critiques. Ils sont critiques pour plusieurs raisons. En fait, un élément peut être critique parce qu'on a du mal à se le procurer. Mais on a du mal à se le procurer pour différentes raisons. Ça peut être des raisons technologiques, c'est de plus en plus difficile à faire. Ça peut être des raisons géologiques, on en trouve de moins en moins, les mines s'épuisent. Mais ça peut aussi être des raisons géopolitiques. C'est-à-dire ceux qui vous les vendent ne veulent plus vous les vendre. Et il se fait que la production de lanthanides dans l'Union européenne, elle est quasi nulle. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de s'approvisionner à l'étranger, d'où la criticité de ces matériaux. Alors, si on regarde la chaîne de valeur de production d'éoliennes, alors là, on est tout content parce que si on regarde l'Union européenne des 27, eh bien, on a 58% de la chaîne de valeur qui est en Europe. Donc, on est content, 58%. Et on a 23% de la chaîne de valeur qui vient de Chine, c'est-à-dire des éléments fabriqués en Chine. Mais si on redescend, si on regarde les composants, c'est-à-dire les nacelles et les pales, à ce moment-là, on n'a plus que 20% de la chaîne de valeur dans l'Union européenne, 56% en Chine. Si on regarde les matériaux eux-mêmes, c'est-à-dire les aimants, les fils de cuivre, l'aluminium, l'acier, les fibres de carbone, les fibres de verre, vous avez 12% en Europe, 41% en Chine. Si je regarde maintenant les matières premières pour fabriquer ces matériaux, c'est-à-dire les éléments du tableau périodique, eh bien, vous avez 54% qui provient de Chine et le reste d'Amérique latine principalement. Donc, grosso modo, même si on peut se dire « les éoliennes sont made in Germany », en gros, ou made in France, beaucoup moins, eh bien non, en réalité, c'est la chaîne de valeur, elle est possédée pratiquement intégralement par la Chine, en fait. C'est la Chine qui va décider si nous faisons, pour le moment, si nous faisons ou pas des éoliennes en Europe. D'accord? Elle peut. Alors, même chose pour le PV. Alors, le PV, les matériaux critiques là, c'est le bore, le germanium, évidemment, le silicium. Vous avez le gallium et l'indium qui sont des éléments critiques. En fait, toute la zone du tableau périodique électronique semi-conducteur sont les plus critiques. Et si je regarde la chaîne de valeur, il n'y a pas photo. La chaîne de valeur, pour le moment, les panneaux photovoltaïques sont chinois. Donc, en fait, c'est la Chine qui décide de nous vendre des panneaux photovoltaïques. Et quand bien même on voudrait les fabriquer, eh bien, il faudra aller chercher les wafers, il faudra aller chercher les matériaux et il faudra aller chercher les matières premières quelque part. Donc, c'est un vrai défi géopolitique. Donc, derrière la question des matériaux, vous avez chaque technologie qui en dépend et chaque technologie a une sorte de géopolitique qui, pour le moment, n'est pas identifiée clairement ou dont on n'a pas pris la mesure. Cette géopolitique, elle s'est mise en place de manière aléatoire, on va dire, au travers de la mondialisation. Elle est remise en question avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, on va devoir regarder chaque technologie que l'on utilise dans l'Union européenne et voir quelle est la géopolitique des matériaux associés. En plus, évidemment, des problèmes physiques, chimiques, industriels, de procédés, etc. etc. Alors, je vous cite l'OCDE, qui se trouve à Paris, je vous rappelle. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer jusqu'en 2060 ? Vous la connaissez, la réponse, toujours plus.
plus de matériaux. Donc, on produit 79 gigatonnes en 2011, on s'attend à 167 gigatonnes en 2060. On va produire quoi? Plus de métaux, plus de combustibles fossiles, plus de biomasse, plus non métalliques. Alors, les non métalliques sont généralement les matériaux de construction, sable, ciment, etc. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, on va mettre en place des filières de recyclage. Il y a un énorme effort dans l'Union européenne, pas seulement, mais dans l'Union européenne, il y a un immense effort pour mettre des filières de recyclage en place. Mais vous remarquerez que, en fait, les filières de recyclage ne remplacent pas les mines. Elles ne sont pas là pour réduire l'intensification minière, elles sont là pour fournir plus que ce que les mines fournissent. C'est-à-dire, on va utiliser le recyclage non pas pour économiser les mines, mais pour avoir plus. D'accord? Ça, c'est très important. On peut y réfléchir d'un point de vue stratégique, ce que ça veut dire, etc. Ça veut dire que tôt ou tard, on va aller jusqu'à l'épuisement des mines, épuisement qui aura lieu d'une manière ou d'une autre. Alors, ça va se passer dans tous les secteurs du monde. Donc, l'OCDE, je vous rappelle, c'est les pays occidentaux, pour faire simple, hein, dont nous faisons partie. Vous avez évidemment les pays émergents, les BRICS, et puis le reste du monde. Partout, on prévoit, l'OCDE prévoit une croissance économique qui est couplée à une croissance de l'utilisation des matériaux. Je vous passe, parce que je suis un peu long, mais c'était important de le dire, je vous passe tous les effets délétères de l'industrie minière, l'acidification, changement climatique, la demande d'énergie liée à l'industrie des matériaux, l'eutrophisation, les problèmes d'écotoxicité de l'eau en général, la toxicité pour les humains, l'utilisation du sol, ça contribue au problème de l'ozone, etc., etc. Et donc, si vous regardez, par exemple, le béton, le cuivre, eh bien, vous avez tout un panel de crises écologiques qui sont liées à l'utilisation intensive du béton et du cuivre ou du fer et d'autres matériaux. Alors, on peut s'amuser à colorier le tableau périodique en fonction de la criticité des éléments. Là, je vous montre une estimation par Gradel, qui est un Américain, et je vous montre juste, alors c'est discutable, c'est multidimensionnel, il y a des considérations géologiques, des considérations technologiques, des considérations économiques et géopolitiques qui font qu'un élément est plus ou moins critique. Ça, c'est la criticité du point de vue des États-Unis, par exemple. Donc, vous voyez que la zone la plus critique, c'est, vous avez le silicium ici qui n'est pas considéré, et en dessous, vous avez le germanium, gallium, etc., indium. Donc, vous avez la zone des semi-conducteurs qui est hautement critique. Et je ne dois pas expliquer comment on fabrique un semi-conducteur, et vous comprenez tout de suite que recycler un semi-conducteur, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Donc, le taux de recyclage de cette zone-là, il est quasi nul. On peut colorier en fonction du taux de recyclage, 50% en bleu foncé, moins de 1% en violet, en rose. Et vous voyez que non seulement c'est critique, mais en plus, ce n'est pratiquement pas recyclé. Là, vous avez l'étain et le plomb, évidemment, qui sont des métaux classiques. Mais ce qu'on recycle relativement bien, ce sont les métaux classiques, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, argent, or, platine, etc. Cuivre, zinc. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés de manière intensive, de manière concentrée, en fait. Et la physico-chimie de ces métaux est relativement simple, en fait. Et donc, les procédés physico-chimiques sont faciles à mettre en œuvre, et en plus, vous avez quelque chose d'essentiellement concentré. Si vous voulez recycler un semi-conducteur et récupérer le dopant en ppm, ça, c'est une autre histoire. Et si vous voulez récupérer, évidemment, le silicium pur, au sens en grade métallurgique ou grade électronique, 11,9, comme on dit dans le jargon, à ce moment-là, vous voyez l'intensité de la cristallisation, l'intensité énergétique de la cristallisation que vous allez devoir faire, c'est-à-dire faire fondre votre silicium et puis faire pousser le cristal pour en faire des wafers par la suite. Donc, les chimistes, à ce moment-là, s'amusent à colorier le tableau périodique. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est les éléments qu'on trouve dans un smartphone. Alors, un smartphone, c'est iconique, mais en fait, c'est toute l'électronique, c'est un smartphone, hein, c'est la même chose. Un robot, c'est un smartphone. Une voiture, c'est un smartphone maintenant, vu le nombre de puces qu'il y a dans votre voiture. Un vélo électrique, c'est un smartphone. Enfin, tout est smartphone, mais peu importe. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez l'abondance sur Terre qui est proportionnelle à la taille. La taille de la case est proportionnelle à son abondance. Et puis, on colorie de la même manière en menaces sérieuses dans le siècle qui vient, menaces croissantes, disponibilité limitée et puis ressources abondantes. D'accord ? Vous voyez qu'en fait, l'essentiel de nos matériaux technologiques sont en passe de devenir critiques et donc sont préoccupants.
Alors, la partie géopolitique, je vous la montre. Ça, c'est une étude qui date un peu, mais ça n'a pas beaucoup changé. Ça va peut-être changer avec ce qui se passe pour le moment. Qui sont les fournisseurs principaux de l'Union européenne? Eh bien, vous trouvez le gros rectangle, la Chine, et l'autre rectangle plus petit, la Russie. Donc, si on se dispute, si par hasard on se disputait avec la Russie et la Chine, en termes de fourniture de matériaux, de matières premières, eh bien, on aurait un problème. On aurait un problème parce que, effectivement, l'industrie minière en Europe, pour des raisons diverses et variées, elle est faible. Et vous remarquerez que la surface disponible de croûte terrestre en Europe, proportionnellement, elle est petite, en fait. Donc, les Chinois ont un gros morceau de croûte terrestre, les Américains aussi ont un gros morceau, les Australiens, évidemment l'Afrique, a un gros morceau de croûte terrestre, puisque nous, proportionnellement, on a un petit morceau de croûte terrestre, donc la probabilité de trouver beaucoup d'éléments sur moins de surface, elle est évidemment plus compliquée. Alors, je cite un exemple de citation de John Deutsch, qui est un physico-chimiste, qui est professeur au MIT, qui était professeur au MIT, mais accessoirement, il a aussi été secrétaire de la Défense et directeur de la CIA. Et donc, c'est quelqu'un qui était plus ou moins informé sur la politique énergétique américaine, à laquelle il a contribué depuis Jimmy Carter. Et il écrit dans son livre, qui est intéressant en 2011, comme il est retraité, il peut lire, je pense, il écrit « Effective energy independence is not a realistic goal for US energy policy ». Et je vous rappelle que c'est les États-Unis qui sont producteurs de pétrole, contrairement à l'Union européenne qui n'est pas productrice de pétrole. Donc pour lui, l'indépendance effective énergétique des États-Unis n'est pas une politique réaliste. Et vous comprenez peut-être pourquoi les États-Unis se projettent dans le reste du monde. Alors je peux paraphraser cette phrase et dire pour nous, l'indépendance effective en termes énergie et technologique de l'Union européenne n'est pas une politique réaliste. C'est-à-dire qu'être indépendant de manière effective en termes énergie et matériaux ne paraît pas être réaliste pour l'Union européenne. On peut argumenter, vous pouvez me contredire, etc. Mais à la fin, si les États-Unis ont du mal à être indépendants du point de vue énergétique, comment est-ce que nous allons pouvoir être indépendants du point de vue énergétique? C'est une illusion. Et quand on regarde en termes de matières premières, c'est une double illusion. D'accord? Donc, ça pose des questions scientifiques, techniques, politiques et économiques qui sont évidemment abyssales. Alors, l'autre question, c'est, mais Lavoisier, est-ce qu'il a encore cours de nos jours? Parce que les éléments, là, ils ne sont pas encore partis sur Mars, ils sont toujours présents. Alors, comment ça se fait que ces éléments deviennent critiques puisqu'ils sont toujours là? On ne les a pas fait disparaître de la surface de la Terre. Donc là, il faut prendre un peu de recul et se dire, c'est effectivement, comment ça se fait qu'on arrive à fabriquer tous ces éléments et à les rendre critiques alors qu'ils sont toujours présents? Donc la question, la question que je me pose, c'est comment poser la question convenablement. Et donc là, je vais prendre une vision, ça c'est un peu le physicien qui parle, hein, je vais prendre une vision systémique planétaire, c'est-à-dire je vais regarder les contraintes biogéophysiques et les systèmes technologiques. Donc les crises écologiques, c'est un problème du vivant. Nous faisons partie du vivant. Donc je regarde comment fonctionne le vivant et puis je regarde comment fonctionnent les procédés technologiques. Et je compare les deux et je me dis, tiens, c'est incompatible. Et le vivant, c'est une propriété planétaire, donc je regarde comment fonctionne la planète et comment fonctionne le vivant. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'intrication entre ce qu'on va appeler la technosphère, donc, produit par un modèle socio-économique, ça, on ne peut pas être déconnecté de la planète. C'est-à-dire toutes nos activités sont forcément connectées à la géophysique de la planète. Et la connexion se fait pour le moment dans une réduction de l'habitabilité de la planète pour l'humanité. Donc, je ne me préoccupe pas du panda, de l'ours blanc, de la baleine, etc. Non, non, je dis, c'est l'existence de l'humanité sur la planète Terre qui est remise en question par ces crises écologiques, à part que les autres vivants ont aussi des ennuis. Et donc, la conclusion à laquelle j'arrive, pour vous, c'est peut-être intéressant, c'est la nature des matériaux et la puissance nécessaire pour les fabriquer qui est importante. Alors, comme j'ai été un peu long, alors voilà la planète. Très belle photo. Alors, qui a pris cette photo? Qui était né en 1972? Donc, je suis sur la photo, mais de l'autre côté. Donc, c'est une photo prise par l'équipage d'Apollo 17, le 7 décembre 1972, en direction vers la Lune. Ils vont vers la Lune. Ils vont atterrir sur la Lune.
Alors, pourquoi je montre cette photo? Parce que cette photo, le début des années 70, c'est le début de la conscience écologique de la planète. Et pourquoi est-ce qu'on a une conscience écologique au début des années 70? Parce qu'on commence à voir les problèmes, on commence à pouvoir les mesurer du point de vue scientifique, on commence à comprendre comment la planète fonctionne grâce non pas à l'équipage d'Apollo 17, mais grâce à la NASA qui a envoyé toute une série de satellites pour observer la Terre, faire son bilan énergétique, par exemple, dans le spectre électromagnétique, ce qui rentre et ce qui sort, ce qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement du climat, par exemple. Donc, à partir des années 70, on a les moyens d'observer la planète en étant en dehors de la planète et donc de comprendre son fonctionnement. Et on a aussi les moyens de prendre une photo avec un Hasselblad, d'ailleurs, pour la publicité, et en faire une jolie image. Généralement, ça, c'est la bille bleue, c'est la photo de la NASA, la bille bleue, mais ils ne vous montrent pas celle-là, parce que ça, c'est la photo originale. Ils vous montrent celle qu'ils ont recadrée, ils ont retravaillé la couleur et ils ont remis le pôle Nord en haut. Mais je préfère la version originale où là, ils sont dans l'espace, il n'y a pas de pôle Nord-Sud, il y a juste, on est un peu dans n'importe comment, on prend la photo par le hublot et avec les couleurs non retouchées. Alors, l'Anthropocène, c'est une époque où les crises écologiques s'accumulent. Ce sont des phénomènes qu'on peut appeler des faits sociaux totaux. Ils concernent toutes les strates et toutes les institutions de toutes les sociétés, même celles qui n'y sont pour rien, comme la pandémie. Vous êtes une société traditionnelle d'Amazonie, vous vivez tranquillou, vous n'avez rien à voir avec la pandémie, eh bien, vous êtes quand même touché par la pandémie. Vous êtes cette même société traditionnelle en Amazonie, vous n'avez aucune responsabilité dans le réchauffement climatique, eh bien, vous êtes une des premières victimes du réchauffement climatique. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et puis, ce sont des phénomènes planétaires, et ça, d'un point de vue intellectuel, c'est compliqué parce que ça traverse toutes les échelles spatiales et temporelles. Ça va de la molécule, du nanomètre à la composition de l'atmosphère ou à la géophysique de la planète. Et ça, c'est mystérieux. C'est-à-dire le virus SARS-CoV-2 de la COVID, il change la composition chimique de l'atmosphère et on peut la mesurer. Pourquoi? Parce que le jeu des mutations à l'échelle nanométrique fait que ça infecte, ça contrecarre le système immunitaire humain, ça affecte les humains se mettent à déconner, mais ils produisent moins de dioxyde de carbone, donc ça diminue la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et on peut le voir, on peut le mesurer. Donc le virus a diminué la concentration de dioxyde de carbone. Et en fait, vous avez ça tout le temps. Les cyanobactéries ou le phytoplancton, eh bien, ça produit de l'oxygène et ça change la géologie, la composition de l'atmosphère, etc. Donc pour nous, c'est peut-être trivial, mais d'un point de vue conceptuel pour les politiques et le reste, c'est assez mystérieux que quelque chose qui se passe à l'échelle moléculaire a une répercussion à l'échelle planétaire. Même chose pour les échelles de temps. Encore une fois, pour nous et pour un physicien, les échelles de temps, elles peuvent aller de la femtoseconde au milliard d'années. C'est-à-dire, quelle est la durée de vie du Soleil, quelle est la durée de vie de l'univers tel qu'on le connaît, etc., etc. Mais pour la planète, c'est la même chose. C'est-à-dire, la composition de l'atmosphère, elle a changé il y a 3 milliards, elle a commencé à changer il y a 3 milliards d'années parce que l'évolution biologique a découvert la photosynthèse qui permet de fabriquer de l'oxygène et d'une atmosphère réductrice, on était passé à une atmosphère oxydante. Extinction massive des espèces oxydées qui n'étaient pas capables de résister à l'oxydation et changement climatique, c'est-à-dire terre boule de neige, refroidissement puisque diminution du méthane et du CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est une conséquence de microbes sur la planète. Et bien entendu, ces effets ont lieu sur des siècles, des millénaires, voire des millions d'années quand on regarde le changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme source d'énergie sur la planète? Eh bien, on n'a pas grand-chose. On a le flux solaire entrant-sortant. À l'équilibre, on a l'entrant qui est égal au sortant. On n'est pas exactement à l'équilibre. On est un peu en déséquilibre de quelques watts. Et puis, vous avez de la géothermie, donc la chaleur résiduelle pour 50% de l'accrétion de la planète et 50% due à la radioactivité, c'est ce qui est estimé actuellement. Mais la géothermie, c'est sympa quand vous êtes assis sur un volcan. Parce qu'en réalité, la densité énergétique de la géothermie, c'est moins de 1 watt par mètre carré. Et puis, vous avez la gravitation. La gravitation, c'est intéressant parce que ça fait les marées, mais ça fait aussi retomber l'eau sur Terre et ça permet de faire de l'hydroélectricité, par exemple. D'accord? Donc, le Soleil évapore l'eau et la gravitation ramène, plus la physique du problème, par condensation, ramène, et puis la gravitation fait couler l'eau vers le point le plus bas et qui nous permet de mettre une turbine entre les deux. En termes de matière, eh bien, en fait, on reçoit quelques tonnes de météorites et on a évaporation de l'atmosphère, principalement l'hydrogène,
Et en fait, le bilan de masse de la planète, il est négatif. Mais je vous rassure, la planète s'évapore très, 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 très lentement. C'est pas, à l'échelle humaine, on s'en fout. Mais vous le savez sans doute, mais disons, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors pour vous, c'est sans doute encore une fois trivial de se dire ça, mais quand on explique ça à d'autres disciplines, eh bien c'est très étonnant, il n'y a rien d'autre. Toute la matière et toute l'énergie disponible se trouvent là. D'accord? Alors je vais juste vous montrer les cubes, ça c'est toujours très bien. Ça c'est la consommation de toute l'humanité en 2018, puis nous avons ceux-là qui sont des réserves estimées. On peut discuter de la taille des cubes, mais dont il faudrait se débarrasser. Vous avez l'uranium-235 terrestre, dont on pourrait aussi se débarrasser si on décide de fermer les centrales nucléaires. Et à ce moment-là, ça, ce sont des stocks. Et à ce moment-là, il nous reste le potentiel éolien. Mais le potentiel éolien, il cache la cause du vent. Et la cause du vent, c'est le soleil. Et le soleil, c'est 23 000 terawatts fois an, en termes d'énergie. Donc, c'est 1000 fois plus que la consommation d'énergie de toute l'humanité actuellement. 1000 fois plus de 1000 fois en fait. Donc en fait, on n'a pas un problème d'énergie. On en reçoit 1000 fois plus, on ne sait pas quoi en faire, tellement on en a en fait. Mais le problème, ce n'est pas le flux solaire. Le problème, c'est que vous avez besoin de matériaux pour capturer ce flux solaire. Alors pour vous, encore une fois, c'est trivial, mais il y a deux types de matériaux pour capturer le flux solaire et en faire de l'énergie. Par exemple, un arbre, ça capture le flux solaire, ça fabrique de la cellulose et puis vous pouvez la brûler. Ça, c'est une manière de faire. L'autre manière de faire, c'est mettre un panneau photovoltaïque, par exemple, ou mettre une centrale hydroélectrique qui va récupérer le soleil indirectement, ou mettre une éolienne qui récupère le soleil indirectement, puisqu'il est responsable du vent aussi. Mais donc, en fait, le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas assez d'énergie renouvelable. Non, c'est qu'on n'arrive pas à capturer cette énergie renouvelable convenablement parce qu'on n'a pas les bons matériaux. Alors, si on utilise des arbres, ça marche bien, c'est renouvelable, mais si on utilise des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, pour le moment, ce n'est pas renouvelable parce qu'on ne peut pas recycler complètement l'éolienne et le panneau photovoltaïque. Pourquoi? Parce que les matériaux n'ont pas été conçus pour être recyclés. Ils ont été conçus pour être efficaces. Le Graal des gens qui travaillent dans le photovoltaïque, c'est le rendement, c'est-à-dire le taux de conversion de photons en électrons. Et on est à des rendements spectaculaires, 47%. On va vers les 48% dans les cellules multijonctions. Alors, c'est extraordinaire, 48% des photons sont convertis en électricité. Donc, c'est un rendement spectaculaire. Le rendement de la photosynthèse des plantes, il est inférieur à 1%. Alors, 48% panneaux photovoltaïques, photons, électricité. Là, vous avez photons, liaison covalente, moins de 1%. Mais la différence, c'est que l'arbre, il est renouvelable. Quand vous prenez sa graine et que vous le replantez, vous avez un arbre. Quand vous prenez un panneau photovoltaïque et vous le plantez, vous avez un déchet. Donc, l'évolution biologique, elle est pitoyable quand on regarde le rendement de la photosynthèse, mais en fait, elle a fabriqué des systèmes renouvelables depuis l'invention de la photosynthèse, c'est 3 milliards d'années, on estime. 2,5 milliards, si vous voulez, la période où il y a beaucoup d'oxygène. D'accord? Par contre, nos panneaux photovoltaïques et nos éoliennes, leur durabilité, elle va être courte. On ne sait pas combien elle va être, mais si ça dépasse le siècle, on sera content. D'accord? Alors, il y a un couplage, ça je vous ai expliqué, le couplage. On ne peut pas dissocier les questions de biosphère, les questions d'énergie et les questions de matériaux. Il faut penser tout en même temps. On ne peut pas penser l'énergie d'un côté, les systèmes énergétiques d'un côté et les matériaux de l'autre. Il faut des matériaux pour faire de l'énergie, il faut de l'énergie pour faire des matériaux. Oui, je sais, monsieur de la Palisse est parmi nous, mais quand vous dites ça, sauf que RTE fait des scénarios sans tenir compte des matériaux, et sauf que les gens qui fabriquent des matériaux font des prévisions comme l'OCDE sans tenir compte, est-ce qu'on va avoir l'énergie pour fabriquer tous ces matériaux? D'accord? Or, on devrait coupler les deux, c'est-à-dire, vous voulez des voitures électriques et du photovoltaïque et de l'éolien, d'où va venir le cuivre en France ou dans l'Union européenne? Et quelle énergie ça va utiliser pour fabriquer ça? Alors, je vais essayer de conclure parce que je suis un peu long. Donc, en fait, le système des matériaux, j'avais une merveilleuse balade à vous faire dans Paris. Vous avez le Paris médiéval avec la cathédrale Notre-Dame, la Tour Eiffel et l'Arche de la Défense. Eh bien, chaque fois, vous pouvez faire le parallèle avec le système énergétique. Le système énergétique médiéval, il est simple, vous le connaissez, mais pourtant, il y a du fer, il y a quelques tonnes de fer et il y a les vitraux dans la cathédrale. Ce n'est pas juste de la pierre et du bois.
Ça veut dire qu'il y a une partie de la forêt qui a été utilisée pour faire de la métallurgie et du verre. Et donc, la quantité de fer disponible dépend de la taille de la forêt que vous pouvez brûler. Mais au 19e, pas du tout. Vous pouvez faire 100% en fer, pas complètement, mais vous voyez ce que je veux dire, pour la Tour Eiffel, simplement parce que vous avez le charbon et les hauts fourneaux. Et puis, vous ajoutez le pétrole et la pétrochimie et le nucléaire, et vous avez 100% béton, acier et verre. Donc, vous voyez que la nature, et évidemment, vous avez tous les polymères qui servent aussi dans ces bâtiments. Vous voyez que la nature des matériaux est intimement liée à la nature des sources d'énergie. Si vous supprimez les combustibles fossiles, comment vous allez faire ces quantités de ciment et d'acier? D'où va venir l'énergie? Alors, je vais aller à la conclusion. Je vais vous montrer la conclusion en un coup. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a comme problème? On a le fonctionnement du vivant. Le fonctionnement du vivant, c'est SHNOPS, c'est la chimie organique, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. D'accord? Avec ça, vous fabriquez des organismes vivants. Quand ils meurent, ils sont recyclés par les cycles biogéochimiques. D'accord? Et ce truc-là, ça fonctionne depuis 3 milliards d'années si vous prenez la photosynthèse comme référence. Couplé à ça, vous avez le cycle industriel qui est principalement linéaire, qui va de la mine à la décharge, et en passant, ce qu'il crée, c'est des perturbations des cycles biogéochimiques. Donc, on a un problème d'agriculture, des problèmes d'écosystème, des problèmes d'eau, des problèmes de changement climatique. Alors, vous pouvez vous dire, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que l'essentiel des matériaux que nous utilisons sont produits par des combustibles fossiles, et les combustibles fossiles, c'est génial. Les combustibles fossiles, en fait, c'est la photosynthèse, le charbon, le gaz et le pétrole, c'est de la photosynthèse cumulée pendant des milliers ou des millions d'années, stockée dans le sol. Donc, vous avez des mini-soleils chimiques que vous pouvez après brûler pour libérer. Au lieu d'attendre que votre arbre pousse pour en faire du charbon de bois, vous pouvez le pomper directement du sol. Or, la densité des combustibles fossiles, y compris du charbon de bois d'ailleurs, c'est de 30 à 50 mégajoules par kilogramme. Donc, comment vous faites pour avoir de la puissance avec une densité d'énergie pareille? Eh bien, ça dépend de la vitesse à laquelle vous pouvez ajouter des kilogrammes. Mais ajouter des kilogrammes de charbon ou de pétrole, c'est super facile. Vous allez à la pompe à essence, vous faites votre plein, vous avez 40 litres d'essence en 3 minutes. Donc, vous avez une puissance qui est de l'ordre de 20 mégawatts. D'accord? Le vivant, lui, ne fonctionne pas avec les combustibles fossiles, il les produit, il fonctionne avec le soleil. Alors, le soleil, c'est génial parce que du point de vue quantité d'énergie, c'est une quantité d'énergie phénoménale. Mais du point de vue de la densité d'énergie, de puissance, pardon, et d'énergie aussi, mais de puissance surtout, c'est 1,36 kW par mètre carré. Ça, c'est la constante solaire au sommet de l'atmosphère. La constante solaire qui n'est pas une constante puisque la distance Terre-Soleil varie, mais peu importe. Et puis, en moyenne, ça fait 342 watts par mètre carré. Le potentiel solaire en France, il est de l'ordre de 150 watts par mètre carré. Donc, comment vous faites pour avoir plus de puissance? Eh bien, vous avez besoin d'abord de dispositifs, de matériaux pour faire ça, mais vous avez besoin de plus de mètres carrés. Donc, si vous prenez votre grille-pain, il fait de 600 watts à 1 kW. D'accord? Eh bien, ça vous fait combien? Ça vous fait une dizaine de mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour allumer votre grille-pain. Si vous prenez votre pompe à essence en puissance imaginaire, c'est-à-dire le débit de litres et donc de mégajoules par seconde, à ce moment-là, vous avez quelque chose de l'ordre de 20 mégawatts facilement. Mais 20 mégawatts, c'est 2 hectares de panneaux photovoltaïques. Pour autant que ces panneaux photovoltaïques soient renouvelables, ce qu'ils ne sont pas actuellement. Il faudrait pouvoir les recycler. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire le recyclage, d'où va venir l'énergie pour recycler des matériaux qui ne sont pas conçus pour être recyclés? Eh bien, on va les trouver dans les combustibles fossiles. Donc potentiellement, le recyclage que l'on va faire, il va aggraver la facture énergétique. Et où on va trouver cette densité d'énergie? Dans les combustibles fossiles, sauf si on change les procédés de fabrication des matériaux et les procédés industriels pour avoir des puissances compatibles avec celles du Soleil, par exemple. Alors, je vous rappelle que pour la puissance du Soleil, on n'y peut rien, c'est la physique du problème. Donc, ça dépend de la nature de l'étoile, ça dépend de la distance Terre-Soleil et ça dépend de la surface du disque, de la section efficace de la Terre. Tout ça, on ne peut rien changer. Donc, en fait, on a à peu près
ça comme puissance disponible. Et c'est pour ça que la photosynthèse s'en tire pas trop mal avec son pourcent du flux solaire pour fabriquer des choses renouvelables. D'accord ? Donc, en fait, tant qu'on ne réfléchit pas en termes de puissance et de densité de puissance pour avoir quelque chose de l'ordre de grandeur du Soleil, eh bien, on est à côté de la plaque en termes de procédés industriels parce qu'on ne voit pas très bien quelles sont les sources d'énergie qui vont pouvoir fournir ces puissances. D'accord ? Donc, notre référence, pour moi, c'est le 342 watts par mètre carré. Dès que vous avez un procédé industriel qui demande une densité de puissance supérieure à ça, eh bien, vous pouvez vous demander où je vais trouver cette énergie. Donc, si je regarde, par exemple, est-ce que j'ai le graphique? Non, je ne l'ai pas mis, mais ce n'est pas grave, je vais terminer là-dessus. J'aime bien cette comparaison, puisque l'intelligence artificielle et l'informatique sont l'avenir. Donc, AlphaGo, c'est l'ordinateur qui a vaincu Lee Sedol, qui est le Coréen, là, qui est champion du monde de Go. C'est en 2017. Et si je calcule la puissance de cette machine, vous remarquerez que cette machine, c'est métallique, plastique, sec. D'accord ? Si je regarde les matériaux de cette machine. Si je regarde les matériaux de M. Lee Sedol, c'est mou, organique, mouillé. C'est nous, hein, il n'y a pas que lui. Donc ça s'appelle un être vivant. D'accord ? Vous voyez bien que la chimie de ces deux machins sont absolument rien à voir. Rien à voir. Lui, il est renouvelable. Je ne sais pas s'il s'est renouvelé, mais je sais qu'il est renouvelable. La machine-là, elle n'est pas renouvelable. Elle ne se reproduit pas. Il faut tout un système industriel pour reproduire. Si je regarde maintenant du point de vue de la puissance, j'ai estimé que c'était de l'ordre de 155 kW. On peut débattre, c'est sans doute plus, mais j'ai voulu être pas trop pessimiste. 155 kW pour allumer ce machin et jouer au Go. Le cerveau humain de Lee Sedol, c'est 20 watts à peu près. On est l'estimation en neurosciences. Alors, j'ai estimé que Lee Sedol était super bien nourri depuis qu'il est né. Il avait 34 ans au moment de la partie. Il a mangé 2500 kilocalories par jour. C'est beaucoup. Mais peu importe, je l'ai super bien, alors qu'il n'a pas l'air si gros que ça, mais comme c'est un athlète de haut niveau, je me suis dit, tiens, ben voilà, il a mangé tout ça. Donc, c'est à peu près 120 watts, en fait. Je lui ai donné 120 watts, d'accord, de puissance. 155 kilowatts, 120 watts. En 34 ans, on peut estimer qu'il a consommé 130 gigajoules. D'accord ? Alors, je pose la question, combien il faut à AlphaGo, à pleine puissance, quand elle est occupée à apprendre à jouer au Go, pour consommer 130 gigajoules 10 jours. Donc, vous voyez que ces deux mondes sont sur des planètes complètement différentes. Et il y a une planète qui ne nous intéresse pas, c'est celle d'AlphaGo, parce qu'en fait, elle crée toutes les crises écologiques. Donc, il va falloir ramener des machines avec une physico-chimie et une puissance compatible avec le vivant. C'est ça l'idée principale. C'est ça l'idée qui est résumée dans ce schéma-là. Si on veut se débarrasser des combustibles fossiles, alors les procédés industriels doivent devenir compatibles avec les procédés du vivant et avoir des ordres de grandeur de même nature en termes d'énergie et de puissance, et surtout de puissance, et donc avoir une chimie probablement différente. Donc le message pour la recherche dans les sciences des matériaux, c'est que non seulement elle est centrale, elle est primordiale, mais en fait, c'est le nirvana. On a du travail pour les siècles qui viennent, parce qu'il va falloir réinventer tous les procédés. Il y a peut-être des matériaux qu'on ne pourra pas changer, et on devra se réserver une partie de combustibles fossiles ou une partie de sources de haute densité pour les fabriquer. Par exemple, les gens au Moyen-Âge, pour Notre-Dame, ils pensaient que construire une cathédrale, c'était intéressant, donc ils réservaient une partie de la forêt pour faire de la métallurgie, pour avoir les métaux qui vont cercler les pierres et tenir les vitraux en place, etc. Donc, après, est-ce que c'était décidé démocratiquement? Je ne crois pas, mais on a imposé la cathédrale aux gens. Mais quand même, ça veut dire qu'ils réservaient des combustibles à haute densité pour fabriquer un truc de luxe. Alors, quels vont être nos trucs de luxe dans l'avenir? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir réinventer à peu près tous les matériaux pour les rendre compatibles avec le fonctionnement géophysique de la planète. Je m'arrête là parce que j'étais super long. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on a des questions? Non, tu n'as pas le droit de parler. Les 48% de rendement pour le photovoltaïque, donc c'est ce qu'on fait de mieux maintenant. Mais il faut du gallium, ce n'est pas juste du silicium. Non. Avec le silicium, c'est beaucoup moins. Donc, on est encore piégé.
Tout à fait. Rendement d'un côté et matériaux de l'autre côté. Tout à fait. Absolument. En fait, d'abord, ce sont des cellules multijonctions et en fait, ce sont des sandwichs de semi-conducteurs où il y a une douzaine de matériaux différents, effectivement, avec du gallium, de l'indium, etc. Et donc, comment on va recycler ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donné comme injonction à la physique des matériaux d'optimiser, par exemple, l'efficacité énergétique, dans le cas du photovoltaïque, le rendement en photons-électrons, ou d'optimiser l'intensité matérielle, c'est-à-dire fabriquer plus avec la même quantité de matière. Mais à aucun moment, on leur a dit favoriser, optimiser la recyclabilité du matériau. Parce que si vous revenez au silicium polycristallin, que vous retombez dans du 10-15%, mais il va être potentiellement beaucoup plus recyclable que la cellule multijonction. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudrait se dire, il faudrait arrêter l'obsession du rendement énergétique et faites une obsession du rendement de recyclabilité. Et donc, on a pour le moment l'objectif de recycler des matériaux qui n'ont jamais été conçus pour être recyclés. Alors, il se fait que certains, comme le fil de cuivre, par chance, le cuivre est concentré, donc ça va être plus facile à le recycler. Mais tous les autres matériaux où c'est un millefeuille de matériaux, ça va être hyper compliqué du point de vue physico-chimique, du point de vue industriel et surtout du point de vue énergétique, où on va trouver la puissance et l'énergie pour faire ça. Merci beaucoup. Alors, il y a des remerciements sur le chat, essentiellement. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier à nouveau notre orateur. Merci beaucoup. Mais tu as dit qu'on tiendrait